Bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette matinale consacrée à l'UXDR et Zero Trust. On a fait quelque chose qui était effectivement dans un format un petit peu spécial pour les collectivités, puisqu'on aura, alors je vais me mettre effectivement du côté de la caméra, là on le voit, voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous me voyez, pour ceux qui sont en distanciel. Voilà, donc je ferai le tour ensuite des gens qui se présentent. Pour vous dire simplement qui est Med6, pour ceux qui ne connaissaient pas. Donc Med6 est une USN présente en France, sur le territoire métropolitain. On est un groupe d'environ 500 collaborateurs. On est ce qu'on appelle un pure player Microsoft dans les domaines de l'infrastructure, de la data, du BizApps et du cloud, et bien sûr la cybersécurité, qui est sur lequel on a une adhérence et une forte stratégie de conquête sur ce marché depuis environ 5 ans. Donc Med6 est présente dans 11 agences en France. Donc on est toutes les grandes métropoles de France, Lille, Marseille, Lyon, Strasbourg, Paris bien sûr, Rennes, etc. Comme je le disais, on est effectivement un partenaire très aguerri et très expérimenté avec une relation forte avec Microsoft, puisqu'aujourd'hui, on dispose d'un certain nombre de certifications. On a des programmes, effectivement. Ah ben voilà, ça y est, et la lumière fut. Donc si tu peux passer, voilà. Donc là, c'était juste là. C'est mieux quand on explique avec peut-être une petite map. Donc on a quelques références stratégiques dans ce domaine. Vous voyez qu'on est effectivement on a quelques labellisations, Campus Cyber, Expert Cyber et depuis peu Intercept France. Cédric pourra revenir dessus si effectivement il y a des questions à ce niveau-là. Et effectivement, on a une capacité, un permis d'intervention sur tous les points d'entrée sur la partie cyberattaque, aussi bien data, réseau, application, endpoint et identité. Et enfin, on a créé un club auquel vous pourriez adhérer, qui est le Concordance Club, qui est un club, effectivement, une communauté autour de la cybersécurité qui se réunit tous les mois à Paris, au Ritz, dans un endroit assez prestigieux. C'est un club ouvert, plutôt aux grandes structures, aux grandes collectivités. Et tous les mois, il y a effectivement ce réseau se réunit et ça donne lieu à des échanges, des débats, des présentations qui sont faites sur place. Donc pour ça, il faut se rendre forcément à Paris. Le club ne s'est pas encore exporté en région. Voilà, on a des engagements RSE qui sont très forts, puisque ça fait partie aussi du jeu. Vous pouvez les découvrir. Donc cette matinale, elle est consacrée effectivement à vous présenter non seulement nos compétences, nos réalisations, mais également tout un ensemble d'offres et de retours d'expérience qu'on peut avoir. Donc je vais laisser la parole à Bruno, qui va effectivement de Microsoft, qui va se présenter et qui va effectivement vous parler de toute la partie XDR. C'est ton XDR et Zero Trust. Pour le duel, donc moi je travaille pour Microsoft, ça fait un temps maintenant avec Microsoft sur le sujet de sécurité. Et je voulais rappeler un peu pourquoi ce mec est là aujourd'hui, en commençant par peut-être quelque chose, peut-être malheureusement peut-être un petit peu trop au courant, mais l'administration publique est le premier secteur attaqué. C'est pas les entreprises privées, c'est l'administration publique qui est le premier secteur attaqué. C'est assez récent. Il y a quelques années, c'était pas le cas. C'est pas fait quelques années. Et en effet, avant, c'était plutôt les grandes entreprises, c'était les grandes banques. Il fallait que ce soit rentable de faire une attaque. Et puis quelques années, c'est l'administration. On peut essayer de comprendre un petit peu pourquoi cette administration. C'est passé plusieurs choses. La motivation par l'argent des attaquants. C'est plus forcément de l'espionnage en fait par l'argent qu'on va chercher à avoir. Avant de faire des attaques, il y avait des gens qui avaient de l'argent. Parce que de mener une attaque, il fallait investiguer. C'est-à-dire on allait chercher un petit peu s'assis, donc développer des malwares spécifiquement pour mener une attaque. Comme ça coûtait très cher de mener une attaque, on allait choisir ses cibles un peu en étant extrêmement précis. Et puis, c'est passé quelque chose, c'est que petit à petit, les attaquants se sont spécialisés. Il y en a qui ont dit, bah, moi, je suis très bon pour voler des données. Il y en a qui ont dit, moi, je suis très bon pour développer des ransomware qui vont être plus shorty, qui vont être plus efficaces. Là, c'est une première expertise qui s'est développée. Puis récemment, depuis 2-3 ans, ils ont décidé de passer à l'échelle supérieure dans leur révolution industrielle. Ils sont passés sur des sociétés de services. Ils ont fait ce qu'ont fait tous les GAFAM. Amazon, en effet, ils avaient des super serveurs, ils ont commencé à les louer et ça donnait naissance au cloud. Et les attaquants ont fait pareil. Ils ont dit, bah, moi, je développe des super ransomware. Ce que je vais faire, c'est que je vais louer mon ransomware à n'importe qui va pouvoir soit le louer pour exploiter une attaque, soit juste, en fait, se dire, bah, je vais l'utiliser rapidement
mais il y aura une commission qui va être prise, donc la rançon, une partie ira en bas, mais une partie ira à la personne qui a développé le ransomware. Ça, c'est un effet extrêmement concret. Si d'un coup, le nombre d'attaquants a explosé, il y a beaucoup plus d'attaquants, parce que n'importe qui, avec quelques euros, peut acheter une entité qui a été volée et peut louer les services d'un ransomware de très très haute volée pour le déployer sur l'infrastructure. Et tout d'un coup, même des petites structures, même des petites mairies, deviennent des cibles potentielles. C'est ça qu'on a. C'est ça qu'on a vu, c'est vraiment la démocratisation des attaques, ce qui fait que le secteur public maintenant devient, notamment en France, le secteur le plus attaqué. Il y a un corollaire à ça qui est intéressant. Quand on y réfléchit, on le dit peut-être pas assez souvent, c'est que les sociétés, les groupes qui vous attaquent, utilisent les mêmes outils que les attaquants qui vont attaquer des grandes banques, des grands industriels du CAC 40. Il y a quelques années, c'était Lockbit, toujours très présent, qu'un gros groupe d'attaquants russes qui faisait des ravages dans les sociétés. Là maintenant, on le voit aussi dans les mairies. Les mairies se font aussi rançonner par Bruxelles. Alors, c'est pas forcément le groupe directement qui attaque les mairies, c'est plus des affiliés, ça peut être des individus. Mais du coup, c'est les mêmes outils qui sont utilisés. Du coup, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que si les mêmes outils qui sont utilisés pour attaquer les grands groupes et des collectivités locales, en théorie, vous devriez mettre en place les mêmes mécanismes de défense que ces grands groupes-là, puisque vous êtes en fait exposés aux mêmes risques. Et c'est là, on voit, il y a encore un écart. Il y a beaucoup de grands groupes qui ont fait leur démarche sécurité, qui ont pris conscience et qui ont changé d'état d'esprit et qui ont mis en place certains outils. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour voir comment cette démarche-là peut fonctionner sur les collectivités locales. Il y a des choses qui sont un peu plus compliquées à faire contre une collectivité, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes moyens budgétaires, les mêmes moyens humains. Et pour pratiquer l'administration publique depuis quelques années, je les connais. L'idée, ça va être aujourd'hui, c'est de vous donner comme ça quelques clés pour vous dire, bah, voilà, vous quittez la salle, vous rentrez chez vous, il y a des actions que vous pouvez directement mener. Ça, c'est une bonne nouvelle quand même, c'est que chaque année, Microsoft, on regarde toutes les attaques qu'on a pu analyser sur un an, on essaie de faire un petit bilan de ce qui s'est passé, de voir les grandes tendances du moment. En effet, le ransomware biais de service, grosse tendance. Autre tendance qui est assez vraie et qui continue à se confirmer, c'est que finalement, en appliquant quelques règles, on peut s'éviter 99% des attaques. Et ce n'est pas des règles qui sont très très compliquées. Il y a 1% des attaques qui vont être un petit peu compliquées à éviter, ce qu'on a appelé des attaques aberrantes, des attaques qui vont vraiment changer sur les techniques qu'on utilisées souvent, ça va être des attaques physiques. Il va falloir que j'aille physiquement chez la personne que je vais attaquer pour aller voler un PC ou me connecter sur le réseau. Très rare que ça arrive. Par des attaquants sont quand même à distance. Ou alors utiliser des failles zero day qui n'ont pas été divulguées, ça pareil, ça concerne assez peu l'administration publique, ça peut être de l'espionnage dans n'importe état, on va voir cette technique-là. Ça veut dire, de nouvelle, que finalement, en appliquant quelques règles assez simples, je dois pouvoir me prémunir la plupart des attaques ou au moins diminuer l'impact. Parmi ces règles-là, il y en a une qu'on répète depuis très longtemps, le MFA. La plupart des attaques commencent par identité. Activer le MFA, ça nous fait réduire le potentiel de risque d'identité de manière très significative. Le zéro trust, donc ça c'est plus un état d'esprit, c'est pas une solution. C'est un état d'esprit, on va essayer de réfléchir à son organisation, à ses risques et qu'est-ce que je peux mettre en place. Et on va en parler un petit peu aujourd'hui. Le XDR, donc le XDR, Extended Detection Response, moi je le vois comme une évolution logique de l'antivirus en fait. Depuis quelques années, ça paraît évident qu'on mette un antivirus sur un poste de travail et un serveur. Depuis quelques années, je pense que ça paraît aussi évident qu'on mettre un EDR pour les postes de travail et les serveurs. Il y a beaucoup de collectivités qui ont le droit au plan France Relance. J'ai vu les résultats. La plupart du temps, on vous demandait de dire un filtrage mail, un EDR, ça revenait très souvent. Je pense qu'il faut s'attendre dans les prochaines années, les prochains mois, à dire finalement, l'EDR, c'est fait, c'est pas suffisant. On va passer au XDR. Pourquoi? Parce que les menaces ont évolué. C'est pour ça qu'on est passé de l'antivirus à l'EDR. Les attaquants se sont mis à jour. Maintenant, les attaquants savent que beaucoup de groupes sont équipés à l'EDR, vont trouver des failles autour de ça pour pouvoir contourner les méthodes de protection qui ont été mises en place. D'où le XDR qui va apporter une protection supplémentaire, on y reviendra. Autre sujet tout bête, être à jour. On le répète à chaque fois chez Microsoft, on est souvent les premiers concernés. C'est nous qui font tout le système d'exploitation. C'est la base d'être à jour. On voit encore beaucoup trop d'attaques qui sont juste le fait de système pas à jour. Et par exemple, ça à jour pas de quelques jours, mais de plusieurs semaines ou plusieurs mois. Ça, évidemment, l'attaquant, il va le trouver, il va savoir l'exploiter assez facilement. Dernier point, on évoque assez peu, mais c'est la donnée. En fait, l'attaquant, c'est ça qu'il cherche. C'est de voler la donnée pour avoir un moyen de pression. Alors, soit la bloquer chez vous en la chiffrant, soit la prendre chez lui pour avoir un système de double extorsion en disant si tu ne payes pas la rançon, je vais la divulguer, je vais la revendre. Et finalement, si j'arrive, moi, en tant qu'organisation, à comprendre quelle est la donnée sensible pour moi ou la donnée qui pourrait intéresser l'attaquant, je peux mettre des mécanismes de protection sur la donnée, je peux surveiller les différents moyens d'accès, et ça me donnera une visibilité sur ce qui va se passer. Et auparavant, si je suis à peu près ces principes-là, du mieux que je peux, je vais pouvoir éviter 99% des attaques. Bon, compliqué à mettre en place, mais si déjà je fais une partie de ça, j'aurais vraiment réduit mon risque de manière très significative. Et le premier pilier qui est intéressant à réfléchir, c'est le Zero Trust. Le Zero Trust, ça se base sur trois choses.
vérifier explicitement, utiliser l'accès moindre privilège, supposer une brèche. On va passer un peu de temps sur vérifier explicitement, parce que c'est là où il y a vraiment de la réflexion qui est intéressante, et souvent des contraintes que vous avez sur l'administration publique qui sont un peu différentes du secteur privé. L'accès moindre privilège, c'est plein de choses, mais pour faire dire simplement, c'est éviter des droits qui s'accumulent au fil du temps. Quelqu'un qui a accès à une application, il a peut-être accès à une application ou un service pour un projet donné qui a peut-être duré 6 mois, un an. Il n'y a pas de raison qu'il conserve cet accès-là, sans forcément que ce soit un administrateur. On va essayer de restreindre ses accès et ses possibilités à juste ce dont on a besoin. Dans le cas d'un administrateur, c'est pareil, l'administrateur admin 100% du temps. Il a peut-être besoin des droits d'administration, quelques heures par semaine pour faire son travail, il va y réfléchir à mettre ça en place. Et supposer une brèche, alors ça, c'est la phrase que j'ai entendue plein de fois en cybersécurité. On vous disait il y a quelques années, la question, c'est pas est-ce que vous êtes attaqué, mais quand. C'est ça que ça veut dire, supposer une brèche. C'est-à-dire que de toute façon, à un moment donné, ça va craquer. Et c'est normal que ça craque, parce que de toute façon, il ne peut pas se protéger à 100%. À partir de là, comment je peux faire en me disant, je les êtes attaqués, quelles sont les méthodes que je peux mettre en place, méthodes de détection, méthodes de réponse. Vous avez peut-être travaillé, certains, avec l'ANSSI. L'ANSSI, ils ont une méthode, les BioCRM, qui est très bien. On peut télécharger la documentation, et les BioCRM, ça aide à se poser ces questions-là. Les BioCRM, le principe, je vous dis, n'hésitez pas à regarder le site de l'ANSSI, ça se dit, en gros, je vais regarder mon système d'information sous 2 angles. Un angle un peu boîte blanche, donc je connais mon système d'information, je sais où sont les données sensibles, et j'essaie d'identifier des chemins d'attaque que j'imagine. Et puis un mode un peu plus boîte noire, je le mets à la place de l'attaquant, ça je le dis aussi, essentiel. Et là, j'essaie de voir quelle est mon exposition sur Internet et tout ça. Comment est-ce que je peux rentrer de l'extérieur sur le SI et jusqu'où ça me permet d'aller. Quand je fais ça, je croise les deux, je vais voir s'il y a des chemins qui permettent d'aller d'un accès externe vers des ressources sensibles. Et c'est un peu ça l'idée de supposer une brèche. C'est-à-dire ça va arriver, comment je peux faire pour réduire et réussir à prioriser éventuellement les vulnérabilités, les patchs ou la segmentation réseau. Ah, un peu loin. Ça devrait, je crois, qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Alors, je vais vous dire, il y a quelque chose qui va apparaître en bas, du coup, et ça va être marqué prévenir, protéger, détecter. Et c'est ça, en fait, les piliers du Zero Trust, finalement. C'est-à-dire, je connais mon système d'information, je connais les différents services qui sont exposés, et du coup, je vais regarder à fermer le maximum de portes possible pour toujours permettre quand même un service et rendre le service. Protéger, c'est que je cherche toujours à faire ça finalement. C'est que la plupart des attaques, je vais pouvoir détecter et bloquer des process ou bloquer des ports, ou ce genre de choses, je vais le faire. Détecter, c'est vraiment la pêche poser une brèche. Il va falloir que je monitore en permanence tout ce qui se passe dans le système d'information pour détecter des comportements qui seraient justement anormaux. Ah, sinon, je clique. Ouais, non, mais il ne veut pas descendre. Donc ça, c'est vraiment les 3 piliers du Zero Trust. Derrière, il va y avoir des solutions techniques à mettre en place. Et oui, il n'y a pas que des solutions techniques, c'est vraiment un état d'esprit. Ça, une fois qu'on a réussi à le faire comprendre, une fois qu'on l'a accepté, il va falloir augmenter la vérification quand quelqu'un veut accéder à nos ressources. Que l'accès moindre privilège, ça concerne tout le monde, l'utilisateur comme l'administrateur, et qu'une attaque, elle peut arriver, elle va arriver. Et en fait, c'est quoi le but d'une équipe sécurité? C'est 2 métriques. C'est comprendre le plus tôt possible quand je suis attaqué et arriver le plus tôt possible à remédier l'attaque en question. Ouais, donc ça, c'est un schéma assez basique sur la politique Zero Trust. Politique Zero Trust, en gros, on va se dire, c'est toujours quelqu'un, donc une entité, qui accède avec un périphérique, un PC, un téléphone, via un réseau donné à quelque chose. Quelque chose pourrait être des données, une application, une infrastructure. Mais la politique Zero Trust, elle est au milieu, là. Ça doit réfléchir, ok, qui peut accéder, sous quelles conditions, via quoi, à ces ressources-là. C'est ça la base de la politique Zero Trust. Il y a plein de moyens de le mettre en place. Et ce que je voulais aujourd'hui, c'est regarder ça sous 2 angles, 2 cas concrets des attaques qu'on voit sur les collectivités locales. Les cas concrets, c'est le vol de mot de passe. On va se dire, on a un utilisateur qui a simplement un mot de passe, comment je peux faire en tant qu'attaquant pour l'attaquer? Les techniques, vous les connaissez sans doute. La force brute, tu veux essayer plein de mots de passe sur un compte, ça c'est extrêmement bruyant, les attaquants s'en démarquent un peu, ça ne marche plus très bien. Par contre, plus validation de mot de passe, ça existe beaucoup. Enfin, vous n'êtes pas forcément au courant, parce que ce n'est pas forcément vous qui pouvez voir. Ça consiste à utiliser un mot de passe sur peut-être 100, 150 comptes différents et pas forcément 100 comptes d'une même organisation. Donc pour vous, ça peut être une connexion réussie ou échouée. À l'échelle de Microsoft, ce sera le même compte, la même adresse IP, pour utiliser le même mot de passe sur 100 comptes différents quelques secondes. Nous, ça, on va le voir. Et on peut vous alerter pour dire attention, connexion réussie d'une adresse IP, question que vous essayez de faire une pulvérisation de mot de passe, password spray en anglais. Ça marche relativement bien, quoi. Notamment parce qu'il y a des gens qui ont utilisé des mots de passe assez simples. Il y a des gens qui sont de Strasbourg, un Strasbourg 2023, point d'exclamation. Il y a des chances que si je l'essaye sur quelques comptes, ça va pas marcher à mon donné. Malheureusement.
Autre chose, eh ben, en fait, quand on commence à demander à des gens de mettre des mots de passe très compliqués, de les changer régulièrement, ils peuvent avoir tendance à les oublier et utiliser le même mot de passe complexe un peu partout. Pour le pro comme pour le perso, et du coup, bah, si un perso un peu mal sécurisé se fait compromettre, on peut retrouver très facilement une liste de vente de comptes sur Internet et l'essayer sur Office 365 et ça peut marcher. Assez efficace. Et le plus simple, on le demande simplement aux utilisateurs en mode passe simple. Là, c'est simplement un name phishing, je demande et une partie d'utilisateurs qui vont le donner. C'est triste, mais vous avez forcément chez vous des utilisateurs qui vont aller dans les junk, donc dans les courriers indésirables et cliquer sur les liens dedans. Tout le monde en a dans son entreprise, donc ça arrive. La technique, pour se protéger, il y en a deux qui sont implémentables pour les collectivités. Quantification multifacteur, j'y reviendrai, c'est toujours un petit peu crispant comme discussion, ou la méthode sans mot de passe. Et finalement, dans les collectivités, c'était sans mot de passe qui est le plus simple. Pourquoi un petit chiffre avant quand même, avant de vous expliquer. 34, c'est un chiffre qu'on donne chez Microsoft, pas régulièrement, mais qu'on donne peut-être tous les 2-3 ans, qui a été communiqué justement il y a 2 semaines. C'est le nombre de comptes entre ID, donc nouveau nom d'Azure AD, qui sont protégés par MFA. On est passé à un tiers. Quelques années, on était à 10%. 3 ans, on était autour de 10%. Donc, ce message d'activer le MFA, de la façon de l'entendre tout le temps de la part de Microsoft et de la part de tous les partenaires Microsoft, on n'y est pas encore. On est à un tiers. Un tiers, c'est une donnée qui est intéressante parce que ça veut dire que les 2 tiers ne sont pas protégés. C'est aussi que les attaquants ont compris qu'il y a quand même maintenant un tiers des comptes qui est protégé par MFA, donc ils s'adaptent à ces attaquants. Ils commencent à développer des méthodes qui font que le MFA, c'est plus forcément la méthode ultime pour protéger un compte utilisateur. Je vais vous montrer juste après ce que ça veut dire. Mais comme le MFA, on peut le mettre en place. Alors, il y a plein de méthodes pour mettre en place. On va s'intéresser surtout aux méthodes du haut qui sont les plus intéressantes, parce qu'elles sont notamment sans mot de passe. Il y en a une qui est un peu crispante généralement sur l'administration publique, c'est Authenticator. Authenticator, une application qu'on met sur un téléphone. Généralement, c'est là où ça bloque pour l'administration publique. C'est dans le privé, évidemment, tout le monde a un téléphone professionnel. Dans le secteur public, les agents de la fonction publique avec un téléphone professionnel, c'est pas si commun que ça. Et généralement, la discussion qu'on a avec vous, c'est ouais, mais on ne peut pas demander ou forcer quelqu'un qui a un téléphone perso pour faire ça. Très bien, ça c'est une contrainte un peu particulière. La bonne nouvelle, c'est que les 3 autres méthodes qui sont là ne nécessitent aucun matériel supplémentaire à part un PC. Windows Hello, vous connaissez peut-être, vous l'utilisez peut-être à titre perso, à titre professionnel, c'est du sans mot de passe intégré à Windows. Il n'y a pas de licence particulière pour l'utiliser et 100% des machines savent faire du Windows Hello. On a séparé Windows Hello et biométrie, c'est pas tout à fait la même chose. Windows Hello, c'est comme votre téléphone, ça marche à minimum avec un PIN. Tous les PC sont capables de faire un PIN. Quand on fait du Windows Hello, ça va être la machine qui va s'enregistrer sur Azure AD avec un PIN, et le PIN ne fonctionnera que sur la machine qui a procédé à l'enregistrement. Donc on ne peut pas se faire voler son PIN et juste le réutiliser. Il faudrait voler le PIN et la machine, comme la carte bleue, comme le téléphone. Et quand je passe avec ça, j'ai une méthode qui va être multifacteur, donc connaître le PIN et avoir la machine, qui ne demande aucun périphérique externe, qui est sympa à utiliser en particulier si j'ai de la biométrie sur la machine, que ce soit la reconnaissance faciale, comme sur certaines surfaces, la reconnaissance fingerprint, c'est assez sympa à utiliser. Vous faites toujours sur votre téléphone, sur PC, ça marche pareil. Donc c'est assez agréable, c'est très confortable et c'est extrêmement sécurisé. Autre chose qu'on peut avoir si on ne veut pas utiliser ces méthodes-là, des clés de sécurité FIDO2. Ça existe. Maintenant, vous avez même des sociétés françaises qui en font, Thales qui en fait. Vous n'avez peut-être jamais vu, alors je ne sais pas si tout le monde l'a déjà vu, maintenant ça a répandu. Hein. Mais des clés FIDO, je vais en avoir quelques-unes avec moi. On va les faire tourner après. Moi, là, j'ai des clés Ubico. Les deux différentes. Vous avez ça en USB-A ou USB-C pour les faire tourner. Vous en avez qui sont NFC pour les téléphones mobiles. Et ça, c'est une clé Fetian qui fonctionne avec la reconnaissance d'empreintes digitales. Et ça coûte quelques dizaines d'euros, beaucoup moins cher qu'un téléphone. Et là, ça peut se circuler de PC en PC. Là, ça peut lier une machine. Même sur des PC partagés, ça fonctionne. Et là, c'est un peu le successeur de la carte à puce. Hein. Donc ça, extrêmement répandu, extrêmement connu. Les prix sont en train de baisser. On peut avoir des solutions françaises là-dessus. Donc ça, on va vraiment vous recommander de le faire et vraiment réfléchir à ça. Et ça, on sait que ça peut être un peu compliqué à mettre en place, peut-être au début, parce qu'on ne connaît pas. Mais là, encore une fois, on est avec Métis aujourd'hui. Parce que Métis peut vous accompagner, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Vous accompagner sur un POC et vous allez voir, c'est pas très compliqué à faire. Comme je vous disais, 34%, c'est un tiers des comptes qui sont protégés, les attaquants l'ont compris. Du coup, même si vous avez une configuration utilisateur avec MFA, il y a toujours des méthodes pour voler l'identité. Et ce qui est en train de faire des ravages en ce moment chez tout le monde, c'est cette méthode-là, adversary in the middle, donc c'est totalement un man in the middle, attaque de l'homme du milieu en français. Là, ça va consister à faire un petit peu plus de travail côté attaquant. Je ne fais pas juste un site avec un formulaire qui va récupérer des logins mots de passe. Je vais mettre en place un serveur qui va en fait faire le relais entre l'utilisateur et le service d'identification derrière. Donc c'est souvent Azure AD, Office 365, ça peut être n'importe quoi d'autre. Et en fait, je vais simplement relayer les informations entre les deux
l'utilisateur aura l'impression de s'authentifier pour de vrai au service. En fait, ce qui va se passer, c'est que c'est l'attaquant qui va s'authentifier. L'attaquant va voler un cookie, pourra le réutiliser soit sur le serveur, soit insérer le cookie sur une autre machine. Pour vous montrer à quoi ça ressemble, pour vous donner un truc concret, ça ressemble à ça. Là, on va utiliser un service qui s'appelle EvicJinx, qui est disponible sur GitHub, donc les chez Microsoft. C'est gratuit. Ça se met en place en quelques secondes. Vous le mettez en place sur une machine, ça vous récupère un certificat HTTPS, vous allez générer une URL, vous envoyez l'URL à votre cible, généralement par mail, encore parce qu'on voit beaucoup, par un lien, par un QR code, ça c'est une nouvelle méthode qu'on voit. La personne aura l'impression d'arriver sur une table Office, parce qu'en fait, derrière, c'est vraiment Office. Donc, sauf que l'URL, là, ici, montre que vous n'êtes pas directement sur 135. On va taper son login, son mot de passe. Le serveur relais de l'attaquant l'envoie pour de vrai Azure AD. Vous avez une requête MFA, ça vous semble tout à fait normal. Vous allez dire oui, c'est bien moi, je valide, je remplis le chiffre. Vous vous connectez, vous arrivez sur Office 365, tout va bien. Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que le côté attaquant, lui, il a intercepté tous les échanges, va pouvoir récupérer le cookie de session qui vous a servi à vous connecter. Ça ressemble à ça, un cookie de session, puisque Office 365. Tous les services sont à peu près le même. Je le récupère, je vais sur une autre machine, je vais essayer de m'authentifier. Là, évidemment, pour l'instant, on va me demander de taper un login, mais je peux rapidement insérer un cookie. Je fais ça, hop, je refresh, et je suis connecté avec votre identité. Donc le MFA, c'est bien, c'est pas du tout infaillible. Ça, maintenant, c'est des attaques qu'on voit quasiment systématiquement. Ça peut se mettre en place en quelques secondes. On peut totalement automatiser pour faire ça sur de nouveaux serveurs, avoir une URL différente par mail qu'on va envoyer, donc extrêmement compliqué à détecter. On peut quand même lutter un peu contre ça. Avec une réflexion, et c'est intéressant, c'est qui s'authentifie à qui quand on fait ça. En fait, ce qui se passe, c'est que ça ne sera pas l'utilisateur qui va s'authentifier au service Office 365, c'est bien la machine de l'attaquant qui va s'authentifier au service Office 365. Du coup, la réflexion qu'on va avoir, c'est de se dire, est-ce que c'est normal que toutes les machines puissent s'authentifier à mes services? Et là, je reviens sur le Zero Trust. Le Zero Trust, on a dit, on va réfléchir à qui s'authentifie avec éventuellement un navigateur, une application riche, en passant par quel réseau et avec quel appareil. Là, il y a quelque chose que vous pouvez faire assez facilement côté collectivité, encore une fois, sans téléphone, c'est de mettre un contrôle spécifique sur l'appareil. Si l'appareil est joint à mon domaine, oui, il peut se connecter au domaine on-prem, domaine cloud, ou si mon périphérique est géré par Intune, donc notamment les périphériques mobiles ou même Windows, là, je vais autoriser la connexion, sinon je la bloque. Et ça se met en place assez facilement. Ça peut même se mettre en place avec des règles en audit mode, qui ne vont pas bloquer, mais qui vont juste surveiller. Et quand je fais ça, je bloque ce type d'attaque-là. Ça, réellement, si vous le faites, nous, c'est l'accès conditionnel basé sur critères périphériques extrêmement efficace. Extrêmement efficace. Du coup, ça présuppose que je suis en Zero Trust, donc je ne fais confiance aux connexions qu'aux appareils que je connais. C'est un changement d'état d'esprit. Ça veut dire que tous les gens qui ont l'habitude de lire leur mail depuis un téléphone perso, ça c'est terminé. Et en même temps, est-ce que j'ai vraiment envie d'autoriser ça à l'heure actuelle? Sans doute pas. Donc ça, c'est simple à mettre en place. Encore une fois, vous pouvez vous faire accompagner, vous pouvez le mettre totalement en audit. À un moment, ça peut être bien pour quelques semaines. Ça se met assez simplement en place. Ça, pensez-y, parce qu'il y a encore assez peu de sociétés qui ont mis ça en place, y compris dans les sociétés privées. Donc ça, vous y pensez. Autre chose, je vais partager quelques bonnes pratiques. On ne va pas passer sur toutes. Authentification, on l'a dit plein de fois, utilisez l'authentification forte. Oui, vous avez des services dans votre ID qui sont inclus dès les premiers plans, qu'on appelle password protection, c'est intéressant aussi, pour avoir des vrais mots de passe forts. Un mot de passe complexe n'est pas forcément fort. J'ai fait l'exemple de Strasbourg 2023 pour l'exclamation. Si je veux essayer plein de mots de passe, soit avec l'effet local, je vais essayer ces mots de passe-là. Et ça risque de marcher. Du coup, l'idée, ça va être d'avoir des mots de passe complexes, mais avec des listes de mots interdits. Souvent, ça va être le mot de la collectivité. Il y a des gens qui vont rajouter le nom de l'équipe de foot locale, parce que souvent, c'est ça qui s'appelle. Ça, c'est intéressant, d'avoir un mot de passe complexe et qui ne sera pas facilement intégré dans un dictionnaire. Autre chose sur les comptes à privilèges, ça, c'est très important. Parce qu'en fait, quand on regarde les attaques, ça arrive tout le temps. Les utilisateurs ne sont pas administrateurs locaux de la machine. C'est tout bête, mais quelque chose à garder en tête, c'est que quelqu'un a une ligne locale de sa machine, on est à un clic d'un ransomware déployé dans toute l'organisation. Je clique sur la pièce jointe, j'ai rançonné tout le SI, parce que je fais une ligne locale de la machine. Quand je fais ça, je donne les clés à l'attaquant. L'attaquant, une des étapes les plus dures, c'est l'élévation de privilèges. C'est compliqué, c'est bruyant, généralement ça se voit. Quand je fais une ligne locale de la machine, je lui enlève cette étape-là. Là, je viens de donner un accès quand même extrêmement simple. Lié à ça, ça aussi on le voit et ça se fait parfois attention. Quand on a Office 365, généralement on a mis un petit composant qui va synchroniser les comptes on-prem et les comptes cloud. Ça c'est tout à fait normal pour l'utilisateur. Par contre, on ne le fait pas sur Danine. On voit encore plus de clients qui le font. Ça veut dire que si l'on-prem est compromis, le cloud le devient aussi.
Là, c'est dommage. Et ça, je peux s'en cocher une case en trop. Donc, normalement, c'est des comptes séparés pour les admins entre l'AD on-prem et Azure AD ou entre AD qui est le nouveau nom. Le tiering sur Active Directory, ça, c'est une pratique qui existe depuis quasiment toujours sur Active Directory, assez peu mise en place, qui revient un petit peu à ça. C'est-à-dire que je vais créer des bulles de confiance et que le domaine admin, pour administrer un domaine, je ne le fais pas depuis une machine utilisateur normale, je le fais depuis une machine dédiée. Donc, voilà, ça, c'est plutôt des bonnes pratiques. Il faut le mettre en place. La recertification des comptes, c'est important aussi. Sensibiliser les utilisateurs à ne pas faire n'importe quoi. Oui, de toute façon, quasiment 100%, presque 100% de l'attaque commence par une faille utilisateur qui va faire de mauvais clics, qui fera trop confiance à un mail, qui fera trop confiance à un mec qui ressemble à un mail d'un collègue. Il faut le sensibiliser pour ne pas faire ça. Pour avancer un petit peu, EDR, XDR. Donc ça, c'est un peu un résumé de ce qu'on s'est dit. L'économie de la cybercriminalité continue de démocratiser les services. Oui, donc vous êtes attaqué avec des outils extrêmement avancés, ce qui n'était pas le cas avant. Les attaques avec le ransomware sont de plus en plus ciblées, ces outils évoluent, mais on peut maintenant aussi faire des charges qui vont être customisées par cible. Ça ne coûte pas très cher, donc on peut le faire. Les surfaces d'attaque s'étendent, ça c'est vrai pour tout le monde. Alors, ça, les grandes sociétés ont commencé par adopter les services cloud. Et maintenant, les collectivités s'y mettent aussi, que ce soit Office 365 ou le service SaaS. On va le faire, on va aussi s'ouvrir à l'extérieur de plus en plus parce qu'on doit collaborer, donc c'est normal. Ça veut dire qu'on ne doit plus forcément se protéger de la même manière. Et ça, c'est le point dur. Les outils de sécurité sont complexes, coûteux, inefficaces, manque d'intégration. Ça, c'est le souci. Avant, on avait une approche qui était très basée sur le SIEM historique. Donc, c'était créer plein de logs et les mettre dans un SIEM. Ça reste très important de le faire, mais je ne suis pas plus protégé quand je fais ça. J'ai plus de visibilité, mais je ne suis pas forcément plus protégé. Donc, il faut réfléchir à quelque chose qui va m'apporter de la protection et essayer d'avoir la protection en temps réel. C'est ça la réflexion. On a chez nous, chez Microsoft, c'est de dire on va avoir le SIEM et le XDR qui sont deux produits complémentaires. Le SIEM, son job, c'est de bosser en largeur. Lui, il est là pour collecter des logs qui viennent de partout, mais c'est presque un projet data, un projet de données, un SIEM. Des sources hétérogènes qui viennent de partout que j'essaie de normaliser pour faire des requêtes, pour faire des tableaux de bord. C'est très bien. Vous êtes dans un SIEM, je ne suis pas plus protégé pour autant. Par contre, j'aurai de la visibilité sur ce qui se passe chez moi, à l'échelle globale. C'est très important de l'avoir. Et je ne gagne pas en protection. Si je veux gagner en protection, ce sera plutôt du XDR. XDR, il va travailler en profondeur et plus en largeur. Il va être beaucoup plus proche de la ressource et il aura un rôle de protection sur les ressources, donc on pourra arrêter les attaques en cours. Et sur l'XDR Extended, sur un maximum d'environnements possibles, que ce soit du mail, que ce soit des OS clients, serveurs, du cloud, du on-prem, peu importe. Et bien sûr, les informations XDR remontent dans le ciel pour lui donner la visibilité globale. Au milieu, bon ça, vous l'avez peut-être vu chez Microsoft, il y a un copilote pour tout maintenant, mais aussi un copilote pour la sécurité. C'est notamment lié au partenariat qu'on a avec OpenAI. Là, l'idée, c'est pas forcément d'apporter plus de protection avec OpenAI, c'est plus des copilotes, essayer de vous permettre d'utiliser des solutions plus simplement, plus rapidement, et plus efficaces. Je reviendrai un petit peu, et oui, toujours le but, vous avez des services pas que du Microsoft, il faut que ça puisse s'intégrer. Et une notion d'exposition, sa partie prévention, il faut savoir qu'est-ce qui est mal configuré chez vous, qu'est-ce qui peut poser problème, qu'est-ce qui peut être exploité. Donc ça fait partie vraiment de la philosophie quand on développe une solution. On va intégrer tout ça. On va pas tout lire, je vous rassure. Mais c'est ça qu'on va avoir à un seul portail dans une seule solution. Donc de la threat intelligence, donc savoir quelles sont les menaces, quels sont les attaquants, qu'est-ce qu'ils utilisent, quelles sont leurs signatures, leurs méthodes d'attaque extrêmement importantes. XSPM, c'est un nouveau terme un petit peu, donc c'est Extended Surface Security Posture Management. Donc là, on est vraiment sur la partie prévention, mais au sens très large, parce que j'ai bien configuré mon Office 365, j'ai bien configuré mon Active Directory on-prem. Est-ce que je suis bien à jour sur l'ensemble de mes services, de mes applications? Le SIEM en largeur, l'XDR en profondeur, et le tout supervisé par l'AI. L'AI, ça marche à une condition, généralement, c'est d'avoir un modèle de données un peu commun. C'est pour ça qu'on va essayer d'avoir une seule plateforme ici. Parce que l'intelligence artificielle, il faut l'entraîner. Il faut l'entraîner sur des données, et pour que lui, il marche bien, il faut que les données se parlent un petit peu, qu'on ne vienne pas mettre un truc n'importe quoi, ça marche. Ça marchera moins bien. Donc l'idée, en effet, c'est d'avoir un XDR le plus large possible, un SIEM, et d'avoir entraîné spécifiquement, on appelle ça fine-tuner dans le langage technique, un modèle sur ça. C'est ce qu'on a fait. Alors, juste un petit point, hop, je vais manquer quelque chose là, pour vous parler de la couche XDR de Microsoft. J'ai repris une chaîne d'attaque assez classique, une type ransomware qui commence assez généralement par un email. Donc là, on aura la faille utilisateur, en fait, la faille humaine, où la personne va cliquer sur le mauvais lien, ou alors cliquer sur une pièce jointe, naviguer sur un certain site web. Compromission d'un premier périphérique, généralement déplacement latéraux. Je vais essayer d'aller attaquer ensuite l'Active Directory on-prem, ou alors je vais essayer de passer directement par un compte Azure AD, pour rentrer par là aussi. Après, je vais avoir deux objectifs.
soit je vais extraire de la donnée qui serait dans un SharePoint ou OneDrive, ça marche bien aussi, soit je vais directement attaquer les serveurs. Les serveurs qui peuvent être dans Azure, on-prem, peu importe, et je vais attaquer les charges de travail. Du coup, dans la réflexion XDR, c'est de se dire, ça c'est mon constat, ça c'est ce que je dois protéger, là, je vais mettre des sondes qui vont être spécifiques en fonction de ce que je veux protéger. Donc on va avoir, je vais passer très rapidement sur les noms, mais Defender pour 65 qui va venir protéger la couche collaborative. On va avoir Defender for Endpoint, que certains connaissent déjà, qui va se déployer sur tous les périphériques, Windows, iOS, Android, Windows Server, Linux, peu importe, mais dès que j'ai un OS, je mets Defender for Endpoint. Defender for Identity, qu'on va déployer sur le tiers 0 on-prem. Active Directory, ADCS, ADFS, s'il y en a encore. Il y a des sondes qui vont être dédiées à chaque fois, vous voyez, il y a toujours des notions de prévenir, de protéger, de détecter. On va faire plusieurs choses ici. Mais Defender Identity on-prem, pour le cloud, ça s'appelle Entra ID Protection. Donc c'est peut-être sur le nom de Azure AD Protection, parce que Identity Protection, c'est ont changé récemment. Et pour la partie cloud charge de travail, Defender for CloudApp, parce que certains connaissent peut-être sous le nom de Microsoft CloudApp Security, qui est l'anciennement. Donc solution historiquement CASB, qui maintenant évolue plutôt vers une sécurité SaaS beaucoup plus large. Je continue à faire du CASB, on va faire du Data Leak Prevention, vérifier les données qui puissent sortir, de la posture des applications SaaS, vraiment applications cloud, ça peut être Microsoft, ça peut être des applications non Microsoft. Defender for Cloud, qui porte peut-être un petit peu mal son nom, et qui va être là pour protéger toute la partie infrastructure. Donc pareil, de la posture infrastructure, qui fonctionne multi-cloud, Azure, mais pas que, mais on-premises, donc c'est pour ça que je dis attention au nom. Oui, la solution est cloud, c'est-à-dire que la back-end, l'infrastructure est cloud, vous allez la déployer chez vous, et vous pouvez parfaitement le déployer sur des VM on-prem, des SQL Server on-prem, ça pose aucun souci. Si vous faites déjà, et ça on voit des clients qui le font, maintenant aussi, y compris une administration publique, du GitHub, du ADO ou du GitLab, aussi venir faire la protection ici. Et donc c'est ça, la plateforme XDR. On appelle ça maintenant Defender XDR. C'est un seul portail, un seul modèle de données, on va faire des corrélations automatiques et la réponse automatisée, parce que c'est ça le but maintenant du XDR. Le but aussi pour vous, ou un avantage pour Metis, c'est que ça fait beaucoup moins d'apprentissage. Quand j'ai un seul portail, j'ai pas besoin de naviguer entre plein de solutions différentes, je peux avoir plein de manières de fonctionner différentes, j'en ai qu'une seule. C'est plus simple. Avantage de la corrélation automatique et du modèle de données, tout ça c'est lié, c'est que, encore une fois, mon objectif, c'est comprendre le plus rapidement possible si je suis attaqué et remédier l'attaque le plus rapidement possible. Pour comprendre une attaque un peu avancée, l'attaque avancée elle va passer par plein de signaux faibles par là. Un ciel, il va avoir un peu de mal à détecter, ou il risque de le détecter ou montrer ça avec quelques heures de décalage. Une solution intégrée comme ça, je montre avec quelques minutes de décalage. Je peux le comprendre assez rapidement. Autre chose, la solution elle-même va le comprendre. Et elle peut être capable de prendre des décisions. Et c'est ça la grosse nouveauté de ces dernières semaines chez nous. On a appelé ça Automatic Attack Disruption. En fait, ça part d'un constat, quand on met les clients qui sont attaqués, c'est qu'avant on faisait une attaque, un attaquant reste 180 jours chez vous, et on détecte au bout de 180 jours. Ça, c'est vrai dans les cas d'espionnage industriel. L'attaquant essaie d'être très discret, parce qu'il va exfiltrer la donnée petit à petit. Donc là, ce n'est pas des attaquants motivés par l'argent directement qui font ça. Maintenant qu'on rentre dans une économie de la cyberattaque mafieuse, on n'est plus là pour essayer de faire longtemps. Et c'est pas dérangeant de faire du bruit. C'est vraiment, je vais aller acheter un compte, je vais aller acheter un service de ransomware. Si je peux lancer l'attaque en quelques heures, c'est très bien en fait. Et j'aurais peut-être rançonné qu'une partie des machines, et je serais très peu de données, mais c'est pas grave. Moi, je suis là pour faire du volume. Et du coup, je risque d'avoir peut-être automatisé mes attaques. Et du coup, si j'ai automatisé mes attaques, il va falloir qu'en face, j'automatise ma défense. Sinon, je vais avoir un gros souci. C'est ça la réflexion derrière Automatic Attack Disruption, c'est de se dire comment je peux rapidement autoriser le système à prendre des actions de remédiation. Alors, je vais pouvoir le configurer, mais c'est ça qu'il faut que j'arrive à faire. Il faut que j'arrête de répondre en quelques jours, quelques heures, avoir la réponse automatisée en quelques minutes, voire par moment quelques secondes. C'est ça vraiment ce que va permettre la plateforme XDR. Je vous disais, pour moi, c'est l'évolution naturelle. On a fait antivirus, on a fait EDR, on est en train de faire XDR. Parce que on n'a pas le choix. Les attaquants vont évoluer, donc nous aussi, on évolue là-dessus. Donc pour pouvoir faire ça, trois choses qu'on va faire. Détection, là où il nous faut le maximum de signaux possible, parce qu'en croisant les signaux, ce qu'on a pu voir sur la partie collaborative, sur les postes de travail, sur l'identité, on est capable d'avoir une très bonne classification. On ne veut pas prendre des actions correctives sur un faux positif. On ne veut pas aller isoler un utilisateur alors qu'en fait il n'a rien fait. On ne veut pas aller isoler une machine, que tout va bien, c'est juste un administrateur qui fait son travail tous les jours. Et là, ça posera des problèmes. Et pour faire ça, il faut avoir un bon niveau de confiance. Une fois qu'on a réussi à classifier, qu'on a compris, oui, c'est un vrai positif, voilà comment tout est adapté, on peut passer à la disruption. On peut dire là, j'isole, je bloque, je fais ce qu'il faut pour empêcher l'attaque de continuer. Encore une fois, on va essayer au maximum d'empêcher l'attaque globalement, totalement. C'est pas toujours possible, mais on peut commencer à avoir le début d'une activité de ransomware.
Et à ce moment-là, on va pouvoir bloquer ce qu'on appelle des déplacements latéraux, donc empêcher l'attaque de se propager sur le reste du réseau. Peut-être qu'on aura perdu une ou deux machines, on n'aura perdu que une ou deux machines, et pas plus. Et donc l'idée, ça reste ça. C'est que vous pouvez faire ce que vous voulez, vous avez le contrôle. Et surtout, on va essayer de faire en sorte que l'attaque soit bloquée le plus tôt possible. En petite démonstration, je ne sais pas comment on peut faire. Donc c'est une console que vous avez peut-être déjà vue pour certains, en capture d'écran, peut-être directement chez vous. Ça, c'est la console XDR de Microsoft. En plein écran. La console XDR, et comme je vous disais, l'idée c'est d'avoir le maximum d'informations à un seul endroit. C'est pour ça que là sur le côté, on va retrouver des informations sur les périphériques, sur les identités, sur la partie collaborative, les filtrages mail, tout ça, les applications SaaS. Tout ça, c'est une seule console, c'est un seul modèle de données qui va être derrière. Aussi, je peux avoir plein d'informations ici sur ma posture de sécurité, utilisateur, périphérique. Je vais pouvoir suivre comme ça mon évolution et regarder les incidents de sécurité. On va faire incidents de sécurité, hop, qui seront ici. Alors, vous voyez une notion d'incident et d'alerte chez nous. La différence est assez simple. Une alerte, c'est atomique. C'est une alerte isolée. Un incident, c'est une corrélation d'alerte. Et ça, c'est le système qui fait pour vous. Et c'est là où on va pouvoir avoir des liens entre eux. Enfin, un incident isolé, généralement, je m'en fiche. Hein. Pour être honnête, c'est souvent antivirus qui a bloqué un truc, j'ai rien à faire. C'est de l'information. Les incidents corrélés entre eux, là, ça m'intéresse parce que ça veut dire que je suis peut-être en train de subir une attaque un peu forte. Donc là, on va regarder une, notamment plutôt de type ransomware. Donc là, on va voir, il y a eu des tags qui ont été mis. Des tags pour dire attention, ça c'était automatiquement attaque de type ransomware qui a été détectée, attaque disruption qui a fonctionné, tag Ignite qui a été rajouté parce que c'est la démo qui a été présentée à Ignite, en l'occurrence ici. Et là, je vais voir quelque chose, c'est qu'il y a un nom qui a été mis par le système Multi-Stage Incident Involving Initial Access and Command and Control, including ransomware on multiple endpoints. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le service lui-même a vu qu'on était sur un multi-stage. Multi-stage, donc là, on reprend la notion MITRE. Ça veut dire que c'est pas juste une attaque qui a essayé, qui était très isolée. C'est une attaque qui a réussi à avancer un petit peu plus loin. Donc c'est pas juste un accès initial, c'est quelqu'un qui a réussi à accéder à une machine, qui a réussi à exécuter du code, qui a réussi à se déplacer dans le système d'information. Donc ça, je suis inquiet pour ça. Je suis moyennement inquiet. Pour une raison, c'est que là, ici, hop, j'ai un petit message en haut qui me dit Important Attack Description has automatically taken multiple response action. On verra un peu ce que ça veut dire par la suite. Mais le système a pris des actions correctives automatiquement. C'est pour ça qu'on veut avoir une plateforme XDR notamment. Alors quelque chose, je vous le dis aussi, Security Copilot, pas encore publiquement disponible, mais on commence nous à l'avoir de notre côté. L'idée, vous voyez, vous avez peut-être déjà joué avec ChatGPT et compagnie, hein, ils sont très très bons ces IA-là pour résumer certaines choses. Alors, là maintenant, nous sur Teams, vous faites des réunions, des meetings qui sont un peu longs, ça va vous résumer votre meeting, en disant voilà les points clés du meeting. On a réfléchi, qu'est-ce que ça veut dire appliquer la cybersécurité? C'est ça notamment, appliquer la cybersécurité, c'est que là à gauche, vous voyez, c'est la liste des incidents. Il y en a beaucoup. C'est pas forcément très très simple de comprendre. Si quelqu'un vous demande rapidement qu'est-ce qui s'est passé, pas facile. Par contre, pour une IA générative, en fin de compte, c'est assez simple. Vous donnez la liste des incidents, lui il va regarder, il va vous dire voilà ce qui s'est passé, je t'ai fait un petit résumé de ce qui s'est passé. Et si jamais tu veux l'envoyer à quelqu'un, il n'y a pas de souci, tu cliques là, tu fais copie to clipboard et tu peux l'envoyer par mail, par Teams, tout ce que tu veux. Ça ne va pas résoudre le problème à votre place, mais ça va vous permettre en 30 secondes de lecture de comprendre un petit peu ce que vous avez sous les yeux. Ça, c'est une utilisation qui est déjà assez pratique. On va regarder une alerte. Une alerte ici, Potential Human Operating Malicious Activity. Ok, donc là, je vois le graphe. Hein. Le graphe, là, on est sur une attaque assez complexe, mais ça ressemble à ça, une attaque dans la vraie vie. C'est rarement une seule machine qui est compromise, ou une seule identité. Généralement, ça va s'étendre un petit peu, on ne va pas zoomer en détail dessus. Mais là, on comprend que c'est compliqué, mais pourtant, on va réussir assez rapidement à comprendre ce qui s'est passé. On va regarder l'alerte en question. Là, je vois plusieurs informations. La machine sur laquelle l'alerte a été détectée, c'est une Windows 10. Ça, c'est le nom du domaine Alpinski Host. C'est ce domaine-là qui a été attaqué. La machine a un risque moyen. Ça va m'aider pour mon Zero Trust. Là, je pourrais dire, une machine, même connue avec un risque moyen, avec des activités malicieuses dessus, peut-être ne pourra plus accéder à mon SI ou pas totalement, juste à une partie. Là, je vois l'utilisateur avec des informations. C'est Liner, l'utilisateur, qui est Helpdesk Administrator. Là, je vois que c'est quelqu'un qui a les droits d'admin. Et là, assez rapidement, je commence à voir ce qui s'est passé sur la machine. La machine, en effet, on a détecté des ransomware, une activité de type ransomware. Et là, j'ai même un début d'information assez clair. Là, j'ai des fichiers en docx, notamment shazam.docx, qui est passé en shazam.docx.logbit. Et je regarde et je vais commencer à avoir des informations. Oui, en fait, il était finalement dans le OneDrive et ça a changé de nom. Là, on commence à se dire, OK, il s'est passé quelque chose sur la machine.
quelque chose, je vois que là, la machine s'est connectée ici à 10.50.063, qui n'est pas l'IP de la machine. En fait, quand on regarde un petit peu plus en détail, on comprend que c'est la machine de l'attaquant. C'est en ransomware maintenant fonctionne beaucoup comme ça. En fait, l'attaquant peut compromettre une machine, souvent qui n'est pas protégée, ou installer lui-même sa machine sur votre réseau, et gérer toute l'attaque depuis cette machine-là. Elle peut être sur Internet, elle peut être locale à votre réseau. Forcément, vous avez une visibilité limitée dessus. Et on la connaît quand même un petit peu. Alors que là, on commence à voir qu'il y a des opérations qui sont faites depuis cette machine-là. Donc là, on voit, on met beaucoup de fichiers. Et ça va être une des premières choses qu'on va vouloir vous donner, c'est la visibilité. Là, on a détecté activité un peu ransomware. On continue à détecter autre chose, la reconnaissance, NetUser/domaine, des choses comme ça, que vous connaissez peut-être. Là, c'est quelqu'un qui est en train de regarder quels sont les comptes utilisateurs, est-ce que je vais pouvoir commencer à me déplacer latéralement, tout ça, on l'a capté. Donc là, on commence à se dire, OK, il s'est passé des choses sur ma machine. Très bien. Je voulais vous montrer quelque chose d'autre qui est intéressant aussi à comprendre. C'est que finalement, vous n'êtes pas obligé vous-même d'aller voir ici, en détail à chaque alerte. C'est plutôt quand on investigue. Mais il y en a une qui est intéressante. Ça, c'est intéressant. Manatee Tempest Activity Group. Alors, qu'est-ce que c'est Manatee Tempest? C'est le nouveau nom, c'est la nouvelle nomenclature que Microsoft donne aux attaquants. On peut parler de threat intelligence, c'est ça. En fait, là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ça, cette connexion-là et cette méthode d'attaque-là, nous, on le relie à ce groupe d'attaquants-là. C'est intéressant de comprendre le groupe d'attaquants parce que ça nous donne des clés sur qui essaie de nous attaquer. Donc là, on vous donne des informations. Voilà Manatee Tempest, ils ont différents noms, ils utilisent des méthodes de Cobalt Strike, très bien, et là, on peut même avoir un lien qui va nous aider à comprendre, hop, exactement, un peu plus en détail, qui est Manatee Tempest. Sélection pas forcément idéale ici. Ça, c'est aussi intégré à la solution. Là, je peux avoir une explication sur quel est le groupe, qui ils attaquent, depuis quand ils existent, leurs différents noms de code, à quoi ressemble l'attaque typique de Manatee Tempest. Donc là, en tant qu'équipe sécurité, tout d'un coup, j'ai beaucoup plus de compréhension sur ça. Mais j'ai aussi des informations sur qu'est-ce que je peux faire pour éviter de me faire attaquer. On va voir, en fin de compte, souvent, c'est beaucoup de configuration, pas forcément été mis en place chez moi. Il y a des choses que j'aurais pu faire, que j'ai pas fait. Là, ça va me dire à chaque fois, attention, tu as 0 périphérique sur 9 qui a bien ça de configurer, ce serait bien de le mettre en place. Et aussi, on va vraiment dans une démarche de prévention au maximum, parce qu'en fin de compte, ce qu'on disait, c'est que 99% d'attaques peuvent être évitées, à condition de faire les bonnes choses. Donc là, c'est l'objectif, c'est de vous donner des choses à faire, en vous disant, ben voilà, ça, vous pouvez le mettre en place, et ça va vous aider. Ça va peut-être pas bloquer totalement l'attaque qu'on a vue, mais ça va permettre peut-être de détecter plus tôt, ou du moins de la bloquer pendant qu'elle est en phase d'attaque. Donc là, c'est la partie threat intelligence, c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc là, vous voyez, hein, l'attaquant va continuer. L'attaquant va faire autre chose qui va être intéressant. Ça, c'est intéressant parce que là, vous voyez, c'est classique, ça, chez un attaquant, c'est d'exécuter le script PowerShell qui ressemble à ça. C'est incompréhensible. C'est du base 64, en fait. Hein. C'est pratique à utiliser quand on est attaquant. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de caractères spéciaux. La solution va le déchiffrer pour vous. C'est plus clair. C'est pas dingue encore. Parce que ça reste quand même du script PowerShell. Si vous savez faire du PowerShell, en quelques minutes, vous allez comprendre ce que ça donne. Si vous ne savez pas faire, vous êtes un petit peu bloqué. Et c'est là on a autre chose maintenant qui est arrivé. Copilot, il sait faire aussi ça, très bien. Il sait résumer, mais l'IA générative sait très bien lire du code. Il peut très bien vous dire, voilà ce que PowerShell qu'il fait. En fin de compte, il fait des choses qu'un attaquant va faire. Il va se connecter à un site web, il va récupérer une ressource, un script notamment, qu'il va essayer d'exécuter. Donc ça, c'est le nom de la fonction PowerShell, c'est getUser token. Il va aussi se connecter à live.internet.com, donc un site Microsoft, pour télécharger le PSExec, qui va permettre de faire des déplacements interromps un peu plus tard. Il va télécharger le Unicap, c'est le repository officiel. Et ça, je l'ai su en quelques secondes. C'est ça que si je lis le script, c'est vraiment ce qui se passe. Là, l'idée, encore une fois, c'est de permettre d'agir le plus vite possible. Donc, c'est là, on pense que l'IA générative a aussi un vrai gain ici, en vous accompagnant dans votre analyse de tous les jours. Et je vais avancer un petit peu. Et comme je vous disais, l'idée, là, c'est pas forcément d'aller en détail pour voir tout ce qui s'est passé. Ça, c'est presque plus un rapport, en quelque sorte. On vous dit, voilà l'attaque. Voilà à quoi elle a ressemblé. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est quand on descend un petit peu, là, on va voir quelque chose. Il y a plein de choses qui s'est passé. On a capté toute cette information-là, puis petit à petit, on va commencer à avoir des choses intéressantes. Alors, oui, false backup par deleted, donc là, on est vraiment sur un comportement de type ransomware. D'un coup, hop, lateral movement using SMB remote was blocked. En fait, ce qui s'est passé là, et à partir de ce moment-là, on a compris qu'on était sous le coup d'un ransomware. On a compris qui était impacté, quelles étaient les entités qui posaient problème, et on a lancé des actions correctives automatiques. Et on peut les voir ici, les actions correctives. Hop, il y en a 3 qu'on a lancées. Désactiver un compte utilisateur, contenir un compte utilisateur et contenir une machine non managée.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Désactiver un compte utilisateur, c'est assez simple. Parce qu'on a dit, il y a un compte utilisateur qui est compromis. C'est sûr. On le connaît, on l'a vu, on l'a un peu paté, c'est le compte de Liner. Le compte de Liner est compromis, je vais le désactiver. Ça, on l'a désactivé, ça a pris 1 minute. Parce qu'en fait, on a aussi le contrôle sur l'AD, donc on peut aller désactiver le compte. Donc c'est qu'il est compromis, on le désactive. On va même aller un cran plus loin. Hop. On a fait autre chose. Donc là, plus possible d'ouvrir une nouvelle session. On a contenu, en français un peu compliqué à dire, mais on a contenu le compte. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a vu que ce compte-là essayait de se connecter à d'autres machines pour déployer un ransomware sur d'autres machines. Contenu, ça veut dire qu'on a dit à toutes les machines qui sont gérées par des Defender XDR de ne pas autoriser ce compte-là à se connecter. Donc il a peut-être encore un ticket qui est valide, mais il ne peut plus utiliser sur aucune des machines. C'est une politique locale qu'on a poussée sur tous les postes pour dire ce compte-là, vous le refusez. Jusqu'à nouvel ordre. À un moment donné, il va falloir le réautoriser une fois qu'on aura tout nettoyé. Autre chose qu'on a fait, contain unmanaged device. En fait, ça, c'est souvent le cas chez les groupes d'attaquants, c'est qu'ils vont utiliser une machine que vous ne gérez pas pour mener l'attaque. Comme vous ne la gérez pas, vous n'avez pas de visibilité dessus. Vous n'allez pas pouvoir l'isoler, la machine. Parce que l'isoler, ça veut dire changer la politique locale de connexion. Mais comme vous ne la gérez pas possible à le faire. Du coup, pareil, on inverse la logique. On ne va pas isoler la machine puisqu'on n'a pas de contrôle. On va dire à toutes les machines qu'on gère de refuser les connexions depuis cette machine-là. Donc de refuser les connexions entrantes et de ne pas se connecter sur la machine. Donc là aussi, l'idée, c'est que rapidement, on a compris quel utilisateur était concerné, quelles sont les machines qui peuvent être problématiques. On les a soit isolées, soit conteneurisées. Et comment on a fait ça? Par contre, parce qu'on a des sondes qui sont sur les systèmes d'exploitation. Je n'ai peut-être pas dit, mais Defender XDR, pour tous les produits Microsoft, c'est natif. Dans Office 365, c'est natif. Dans Windows, c'est natif à Windows. C'est un service qu'on active. Et comme on est au plus proche des ressources, on peut avoir les informations qui remontent très vite et pouvoir prendre des actions extrêmement rapidement. Et c'est ça qu'on veut mettre en place. Et c'est là où on pense que c'est l'évolution logique finalement. C'est ce qu'ils faisaient déjà. Prendre des actions automatiquement sur des menaces connues. Le DR sur des menaces un peu moins connues, mais limitées en termes de visibilité. Là, on a une visibilité qui va être beaucoup plus grande, multi-machine, multi-domaine. On va pouvoir prendre du coup des décisions qui vont être beaucoup plus éclairées et qui vont permettre de faire face à ce type d'attaque. Et je vais arrêter là parce que je garde un petit peu de temps pour la suite. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ça. Je remonte un petit peu. Mais... Encore une fois, ça peut paraître un petit peu compliqué ce que je vous montre là. Et je le sais. C'est pas forcément vous qui avez la réponse. C'est que ça, c'est des outils qui sont dédiés à des security opérateurs, mais des analystes de sécurité, des chercheurs en sécurité, parce que les attaques ressemblent à ça maintenant. Et il faut être capable de les comprendre. Un dernier mot quand même sur l'IA générative. Le but de l'IA générative pour nous, ça va être de faire en sorte que des analystes juniors puissent faire un travail un petit peu plus que junior. Peut-être parce que justement analyser un script, c'est compliqué. Si le service se fait pour vous, vous allez pouvoir travailler un petit peu mieux, un petit peu plus vite. Et si vous êtes un peu plus senior, de faire ça plus rapidement. C'est peut-être des choses que vous saviez faire. Et là, on va vous simplifier votre travail en le prémâchant un petit peu. Et une autre chose que je n'ai pas forcément montré, c'est pas encore disponible dans ce environnement-là, ça va être la rédaction de rapports d'incidents. Ça, on sait qu'on travaille avec les équipes de sécurité, tout le monde déteste faire des rapports d'incidents. C'est compliqué, c'est pas agréable à faire, les gens qui font de la sécu n'aiment pas faire ça. L'humain n'est pas bon à ça, parce qu'on va se couper sur un copier-coller de machine d'IP. L'IA, pour le coup, elle ne fait pas d'erreur, ou très très peu d'erreurs là-dessus. Là, allez reprendre ça, donc, le petit texte que je vous ai montré avant, là le mettre dans un format PPT ou Word avec beaucoup plus de détails, ça, une IA, c'est très bien faire. Et donc là, on va décharger les équipes sécurité de cette activité-là, car c'est peu de valeur ajoutée en elle-même, et on va avoir un travail de meilleure qualité. Encore une fois, l'humain, il doit rester sur cette ressource-là a été attaquée, quelle est l'importance de cette ressource? Cet utilisateur-là a été attaqué, je vais l'appeler l'utilisateur. Est-ce que c'est lui qui va me confirmer? Est-ce que c'est bien lui qui est à l'origine des connexions? C'est là où l'humain va la jouer, c'est pas pour rédiger des rapports. Et c'est tout pour moi. Je rebranche. Au-delà des questions, est-ce que ça résonne? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez appris ou que vous ne saviez pas? Non, ça complète les choses. Ça complète les choses qu'on connaissait déjà et qu'on a besoin de développer. Ok. Alors, autre chose que je peux vous dire sur la console XDR, rapidement, qui a été annoncée il y a 2 semaines, la partie Sentinel CM va arriver dedans aussi. Dans la logique, c'est de se dire, le XDR doit travailler en profondeur. Ça doit être des sondes et une solution qui doit être pensée globalement. On va continuer à faire ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, il y a des clients qui disent, ouais, mais j'ai aussi des services externes
qui peuvent rajouter du contexte à la solution XDR. C'est pour ça qu'on va utiliser Sentinel, le CIEM Microsoft, pour rajouter des signaux tierce partie dans la solution XDR. Ce qu'on a montré qu'en première intégration, c'est notamment SAP. SAP, système pour l'instant assez peu surveillé. Donc, nous, on a travaillé avec SAP pour être capable de récupérer des informations intéressantes de SAP, les mettre dans la solution de XDR pour pouvoir exploiter notamment l'attaque disruption. On a vu là, désactiver des comptes SAP quand on pense aux compromis, en croisant des données qui viennent de SAP et qui viennent de solutions Microsoft. Donc c'est un travail qui va commencer dans les prochaines semaines, mais c'est de se dire il faut rapprocher le CIEM. Si on veut que le CIEM ait une valeur de protection, il faut le rapprocher de la suite XDR. Là, on va continuer à travailler là-dessus. Et non, je fais ça, mais je t'en prie. Merci beaucoup. Bonjour à tous, Cédric Gagné, je suis le directeur Métis, directeur MFRP Métis. Je vais vous présenter en quelques minutes les services sécurité qu'on peut vous proposer en s'appuyant sur les outils Microsoft. Quelques idées reçues déjà, souvent c'est on n'est pas la cible d'attaque, nos données n'ont pas de valeur, on n'est pas concerné, on n'a pas de secret de fabrication, on est une collectivité, c'est faux. Aujourd'hui, on peut tous les jours regarder Internet, les attaques qui se sont passées dans la nuit ou récemment, et on va voir que plus personne n'est à l'abri. Une collectivité, une ETI, une PME ou un grand groupe, vous êtes tous potentiellement des victimes. Pourquoi? Parce que c'est plus facile d'aller attaquer une entreprise de taille moyenne qui, en termes de sécurité, n'a pas forcément mis tous les outils en place, et ça va être plus facile de rentrer dans le système d'information. Donc pour ce faire, et pour vous protéger davantage, il y a des entreprises comme Métis qui proposent des services MSSP, qui s'appuient bien évidemment sur des outils de sécurité, comme Bono vient de partager, une XDR, un CIEM, un EDR, un antivirus. Métis a construit son offre autour d'une liste, avec une offre basée sur la gestion des vulnérabilités, la gestion de la CTI avec l'identification de marqueurs d'attaquants pour être proactif par rapport justement aux menaces. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, notre offre SOC, donc notre centre de sécurité qui exploite pour vous votre sécurité et va traiter, superviser l'ensemble des événements qui peuvent remonter au travers du CIEM de Microsoft. Il faut savoir qu'à la base, Métis est une ESN. On accompagne depuis plus de 12 ans nos clients sur de l'intégration du conseil, bien évidemment avec des solutions aussi de cybersécurité, mais on a la chance d'avoir tous les maillons de la chaîne. C'est-à-dire qu'on peut accompagner nos clients sur la mise en place d'une solution de cybersécurité. On parlait justement du CIEM, on parlait de l'EDR. On va vous accompagner sur les services managés, comment on va exploiter pour vous, parce que bien souvent nos clients font, un petit peu comme tout le monde, sont limités en ressources, potentiellement en compétences, en bande passante. Le service managé cybersécurité de Métis est là pour répondre à ces contraintes-là. C'est vous dédouaner finalement de ces problématiques-là. Et puis, on va aussi intervenir là, cette fois-ci, avec notre équipe CERT. Malheureusement, vous avez beau avoir un service de sécurité, des outils performants, des outils exploités, le risque zéro n'existe pas. En cas de compromission, de doute de compromission, c'est l'équipe CERT de Métis qui intervient pour aller analyser le schéma d'attaque, récolter les preuves et vous accompagner dans cette situation de stress avec des ingénieurs seniors confirmés. Pourquoi ça encore? Bon, alors on va passer autrement. Voilà. Pardon. Petite chose importante. Bien souvent, on a la remarque de nos clients quand on fait une présentation de « oui, mais si je vous délègue mon SOC, c'est une boîte noire, je ne maîtriserai rien du tout ». C'est faux. Aujourd'hui, il faut savoir que justement, quand Métis active un SOC, on l'active avec nos clients. Déjà, on ne peut pas construire un SOC sans nos clients. C'est vous qui, aujourd'hui, connaissez le mieux votre contexte, vos priorités, votre organisation, et qui allez partager ces informations pour que les ingénieurs de Métis prennent toute cette data et la transforment en une configuration contextualisée dans le SOC. Donc, ça veut dire déjà, il y a un travail de partenariat. Ensuite, vous avez la chance, si demain vous activez le CIEM de Microsoft, d'avoir un CIEM sur votre demande. Rien n'est fait chez Métis, tout est fait chez le client. Tout est hébergé sur le client, que ce soit les data,
que ce soit les développements que l'on peut faire dans le cadre de notre prestation, vous avez la main sur tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en bonne intelligence, quand on construit un socle, on a deux choix. Soit nos clients nous délèguent totalement l'exploitation et nous disent débrouillez-vous, vous me rendez juste compte au travers des comités, ou au contraire, c'est un travail en collaboratif où on dit bah, ok, Medsys, vous assurez la gestion pour nous de notre sécurité. Par contre, j'ai des ingénieurs en interne qui peuvent éventuellement intervenir, qui pourront aller voir sur Sentinel ce qui s'est passé et échanger avec les opérateurs du SOC sur une problématique. Donc, on est vraiment totalement transparent. Donc, une délégation de droit, tout est hébergé chez nos clients. La visibilité, la transparence, elle se fait au travers de process que je vais vous décrire un petit peu plus tard, et qui est tout simplement la gestion des incidents, la gestion des demandes de service. On trace l'entièreté des demandes de configuration qu'on fait pour vous, ou vous nous demandez. L'idée, c'est que vous restiez maître de votre sécurité. Et la réversibilité simple, justement, parce qu'on est transparent, parce que l'on trace tout. Aujourd'hui, vous décidez d'internaliser le service avec vos équipes. On coupe la délégation de droit. Vous ne perdez pas l'historique de ce qui s'est passé. Vous ne perdez pas les configurations, les automatisations qui ont été développées. Et vous continuez d'assurer le service sans perte d'efficacité. Finalement, l'objectif de Medsys dans cette offre SOC, elle est de répondre à une contrainte du marché. Les ressources en cybersécurité sont rares, elles sont chères. Et de ce fait, nous, aujourd'hui, ce que l'on propose, c'est une équipe justement compétente qu'on va gérer pour vous, qui sera disponible, peu importe les vacances, les périodes de Covid ou autres, c'est nous qui assurons le service pour vous. On va assurer l'accompagnement, déploiement des solutions du périmètre qu'on exploite pour nos clients. On va assurer bien évidemment la supervision, et je vois ce que disait Bruno, pour aujourd'hui on voit que l'intelligence artificielle, Copilot Security, vont amener de la facilité, mais vont amener surtout de la facilité pour toutes les actions à faible valeur ajoutée. Vous aurez toujours besoin d'un ingénieur qualifié pour aller analyser les événements au-delà de ce que peut faire l'intelligence artificielle. C'est vraiment le couple technologie et expérience qui, pour moi, est le garant d'une sécurité. On va forcément assurer le maintien en conditions opérationnelles et de sécurité des outils qu'on exploite pour nos clients. Et pour terminer, on va apporter de la valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée, elle va se traduire par l'amélioration continue, l'accompagnement de nos clients, justement aux nouvelles fonctionnalités des outils qu'on exploite pour eux, toute l'annonce que l'on peut faire au travers de notre veille et notre équipe SOC, les marqueurs que l'on prend en compte au travers du SOC pour renforcer votre sécurité, toutes les évolutions sur les nouvelles fonctionnalités et sur les nouvelles menaces qu'on peut rencontrer. Aujourd'hui, on a une communauté de clients qui font que quand un client est attaqué par une nouvelle menace, on va systématiquement, après l'analyse et le traitement de cette menace, voir dans quelle mesure on peut en faire profiter l'ensemble de nos clients et configurer les outils qu'on exploite pour eux pour les rendre étanches à cette nouvelle menace qu'ils n'avaient pas encore vécue. L'approche partenariat très très importante, je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui c'est vous qui connaissez le mieux vos SI. Donc la création d'un SOC, elle se fait forcément avec des intervenants chez vous. Alors, avec une charge limitée, mais c'est important que vous participiez activement à cette construction de SOC. Et le partenariat va se construire aussi avec les dispositifs opérationnels que je vais vous décrire juste après, où on met des gens, des personnes en face pour communiquer. Les outils, c'est bien. Le mail, c'est très bien, mais quand on a des gens qui communiquent sur les problématiques, sur les besoins, sur les attendus, on se rend compte que justement, on crée une relation de confiance, une relation de partenariat, et c'est ce qui fait dans des situations de stress, comme on peut rencontrer en cas d'incident de cybersécurité, qu'on est plus efficace. Rapidement, le dispositif organisation opérationnelle, tout simplement, je viens d'en parler un petit peu, une organisation basée sur des individus, sur des process, sur des technologies. Au final, ça se traduit par justement la supervision de tous les événements de sécurité au travers un CIEM. Le CIEM va vous permettre d'avoir une corrélation d'événements de sécurité, quelles que soient les briques technologiques que vous souhaitez intégrer. Après, il y a un accompagnement qui doit être fait. Aujourd'hui, on ne va pas mettre toutes les logs dans un CIEM pour mettre toutes les logs. Ça a un coût, ça génère du bruit. Il faut faire un travail de parsage, de tri pour n'envoyer que ce qui est essentiel. Pour autant, la supervision, c'est tous les événements arrivent, ils sont ensuite pris en charge par une personne du SOC qui va les qualifier. La qualification, ça va être la priorisation, ça va être la typologie de l'alerte. Est-ce que c'est un faux positif? Est-ce que j'ai besoin d'une validation de mon client? Ce travail-là est fait effectivement par l'opérateur. Et ensuite, selon son analyse, on va apporter une réponse. La mission du SOC, ce n'est pas de remédier
être très clair, la mission du SOC, c'est de confiner la menace avec les outils qu'on exploite pour vous. Je vais prendre l'exemple d'un type de process, de l'isolation d'une machine, de la désactivation d'un compte sur l'AD. Ça, c'est des actions de remédiation, de confinement de la menace qu'un SOC peut faire. Par contre, aller mettre en place une règle dans vos firewalls pour bloquer une adresse IP qui est menaçante, là, c'est plus du rôle du SOC, c'est du rôle de la personne compétente sur ces périmètres. Qui dit service dit un dispositif opérationnel, quelque chose d'assez classique avec un portail qui va vous permettre de suivre l'entièreté des incidents de sécurité qui sont traités par les équipes SOC Mode 6, de voir et d'échanger avec ces mêmes équipes sur des incidents sur lesquels le plan de remédiation qui peut vous être proposé est tracé dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je parlais par exemple tout à l'heure de mettre en place une règle sur vos firewalls. L'opérateur du SOC va identifier au travers de la supervision l'alerte, va la qualifier, va identifier qu'il faut mettre un blocage sur cette adresse IP, va adresser sur la base d'une cartographie des acteurs et d'une grille d'escalade la personne à qui, chez vous, l'incident va être envoyé pour que l'action soit faite. Et ensuite, on s'assurera, une fois que l'action est réalisée, que le problème est bien réglé. Le portail va aussi vous permettre de suivre l'entièreté des demandes de services que l'on va traiter pour vous ou vous allez créer. J'entends par là toutes les modifications des configurations des outils. L'idée, c'est aussi de garder la trace de tout ce qu'on configure pour vous. Quand j'ai une personne chez moi qui est malade, qui part en vacances, je dois savoir ce qui a été fait pour tel client à tel moment. Et c'est au travers de la gestion des demandes de services qu'on garde la trace de tout ce qui s'est passé et qu'on comprend davantage pourquoi la configuration est la configuration en place. Le centre d'appel, vous allez tomber directement sur des ingénieurs du SOC qui vont être capables de vous accompagner sur la problématique qui vous concerne. On a fait le choix aujourd'hui chez Medsys, on est souverain, on est localisé à Chambray-les-Tours, c'est à Tours. On s'étend en région avec des entités complémentaires, mais pour autant, vous nous appelez, vous tombez sur un opérateur qui va pouvoir vous dépanner, quel que soit le niveau d'expertise que vous allez avoir besoin. On va vous dédier, si on travaille ensemble demain, une équipe sur la construction de votre SOC. Chaque SOC chez Medsys est assuré par un opérateur SOC qui vous est désigné. Ils ont les mains dans le moteur, excusez-moi l'expression, mais c'est eux qui connaissent la réalité terrain, qui vont pouvoir vous faire des propositions de configuration propres à votre contexte, propres à votre secteur d'activité. On va aussi désigner un chef de projet qui, tout au long de la phase build, va vous accompagner et qu'une fois que le SOC aura été validé par vous comme pour nous, on va le passer en mode run et ce chef de projet va laisser la place à un SDM qui animera les comités que je vais vous présenter juste après. Les méthodologies, je ne reviens pas dessus, on a parlé d'ITIL avec la gestion des demandes, la gestion des incidents. On va faire du déploiement en mode agile, souvent des petites itérations. Alors on s'adapte aux organisations de nos clients, aux contraintes des clients, avec vos plannings, avec vos différents projets. Mais l'idée, c'est d'arriver à déployer un SOC dans un délai correct, c'est-à-dire aujourd'hui, un SOC sur la partie EDR avec l'activation d'un SIEM et puis une brique Office 365 par exemple, on est sur quelque chose qui va entre 4 et 12 semaines. Et bien évidemment, comme on le disait tout à l'heure, aujourd'hui, Medsys est une ESN. On a dans nos effectifs un certain nombre de collaborateurs experts sur les technologies Microsoft qui peuvent vous accompagner ou qu'on peut solliciter en cas de besoin sur des besoins particuliers. J'ai parlé du SDM juste avant. Qui dit service, dit comitologie. L'idée, ce n'est pas de noyer nos clients sur des comités, mais c'est de leur proposer des comités qui vont leur donner de la visibilité sur ce qui se passe sur le SI, en tout cas sur la partie sécurité qu'ils nous ont confiée. Des comités plutôt techniques et assez réguliers sur la phase build, c'est ce que je vous évoquais tout à l'heure, pour avoir quelque chose qui est développé et mis en œuvre en mode agile. Et ensuite, des comités un peu plus classiques, mensuels, trimestriels, annuels, avec de l'exploitation courante, avec le suivi de l'amélioration continue, des plans d'action qui peuvent être proposés et la mesure de la satisfaction client au quotidien, je dirais, en tout cas régulièrement. L'idée, c'est quoi? C'est d'améliorer les outils, leur configuration, mais aussi d'être sûr que notre service est approprié à vos attentes. Certains clients ont des exigences différentes. L'idée, c'est bien d'avoir le bon curseur au bon niveau pour que le service et les outils soient en phase pour délivrer la meilleure qualité de prestation. L'amélioration continue, j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais effectivement, il y a la supervision des événements de sécurité, c'est le métier du SOC.
Mais la valeur ajoutée de Métis aussi, c'est d'accompagner ses clients pour renforcer leur posture de sécurité sur les outils qu'on exploite pour vous, avec la mise en place de conditional access, avec la proposition d'automatisation, de remédiation, donc on appelle des playbooks sur le CM de Microsoft, pour systématiquement ne pas subir, mais être plutôt proactif. Quand on met en place quelque chose chez un client qui est pertinent de développer chez nos autres clients et de mettre en œuvre, on va le faire. On va effectivement vous apporter toute la visibilité au travers des dashboards. Alors, Microsoft fournit déjà dans ses outils un certain nombre de dashboards, mais on peut venir se connecter avec un Power BI aujourd'hui et faire pareil, des tableaux croisés avec des informations pertinentes qui peuvent s'adresser à un RSSI, à une équipe opérationnelle ou à un comité direct. Le service Métis est délivré en heure ouvrée comme en heure non ouvrée. C'est pareil, c'est quelque chose que l'on adapte aux besoins de nos clients. Aujourd'hui, vous êtes protégé en mode 24/7 par les outils, c'est clair. Pour autant, les outils ne vont pas réagir dans 100% des cas. Un nouveau scénario, un nouveau schéma d'attaque, s'il ne le comprend pas, si vous avez un opérateur qui prend en charge l'événement, qui fait l'analyse et qui apporte la remédiation manuelle, c'est nous. Mais pour autant, voilà, je ne suis pas du genre alarmiste. Il faut avoir une protection 24/7, c'est important. On sait aussi les contraintes des collectivités. Aujourd'hui, SOC Métis opère son service aussi bien pour des grands groupes que des collectivités locales de petite et de moyenne taille. Donc, il y a des difficultés à mettre en place des astreintes. C'est là où la fabrication, la construction de votre SOC, elle est importante. C'est quel est le niveau d'action que vous allez nous déléguer en cas de survenance d'un incident de sécurité à 2 heures du matin si vous n'avez pas une personne chez vous susceptible d'avoir une astreinte. Voilà pour ce qui était de la présentation générale du service. On pourrait en parler beaucoup plus longuement. N'hésitez surtout pas à poser des questions ou venir vers nous par mail. On va faire un petit focus sur la partie workshop, justement, Microsoft Security. Et je vais laisser la parole à Eric. Merci. Oui, merci. Alors, je n'avais pas de slide forcément à vous présenter, mais juste vous rappeler que, en tous les cas, tous les gens qu'on a invités, toutes les collectivités, sous la validation de Nadine, qui est avec nous, sont éligibles à des workshops. Donc, je vais vous les reciter quand même, parce que c'est des workshops, ce sont des ateliers que Microsoft, effectivement, ah bah voilà, merci beaucoup. Que Microsoft, effectivement, met à votre disposition. Donc, ils sont réalisés par Medsys et d'autres prestataires, bien sûr, de Microsoft. Mais là, on va parler de Medsys, hein, puisqu'on est apte et certifié pour les faire. Donc, vous avez le premier, effectivement, de ces ateliers, qui est l'atelier protection contre les menaces. Je ne sais pas si tu peux en dire un nom. Justement, peut-être que tu peux expliquer l'atelier, et puis moi, je expliquerai comment est-ce qu'on l'engage, plutôt côté Microsoft. D'accord, ok. Donc ça, c'est un atelier, effectivement, comme son nom l'indique, hein, qui permet d'identifier toutes les menaces de sécurité. C'est un atelier qui se déroule en général sur 4 semaines, environ 4 à 5 semaines, hein, dans les modalités. Donc bien sûr, ça ne veut pas dire que vous êtes présent physiquement et que vous êtes convié 4 semaines intensives JOP. Il y a une partie, effectivement, qui se fait en bac, qui se fait effectivement, alors en général, ça correspond à 3-4 ateliers à peu près, en présentiel ou en distanciel, qui se font avec vous. Donc ce premier atelier, qui s'appelle effectivement protection contre les menaces, va vous permettre effectivement de comprendre votre statut actuel par rapport à l'identification de ces menaces et mieux vous armer effectivement pour vous protéger. Donc c'est un atelier qui est très couru, très dispensé. Donc si vous voulez en bénéficier, vous nous dites effectivement et on peut effectivement vous rendre éligible. On a un deuxième atelier qui est aussi voilà, actuellement dans ce package d'ateliers. Alors on peut pas être, bien sûr, on ne pourra pas dispenser les ateliers les uns derrière les autres, hein. Il faut choisir parmi ces ateliers celui effectivement qui vous convient le mieux en fonction effectivement de votre situation. Donc c'est effectivement alors je vous enverrai un mail, hein, à l'issue de cette présentation, on vous renverra les slides, plus les ateliers avec le détail effectivement qui est donné ici, pour que vous compreniez. Et bien sûr, on répondra à vos questions. Si vous avez besoin d'investiguer sur le contenu des ateliers, alors c'est des ateliers qui sont comment dire, bien documentés, on a tout un tas de slides, etc. On pourrait entrer en détail, mais c'est assez volumineux. Donc l'atelier sécurisation des données, alors ça c'est quelque chose qui est fortement demandé actuellement aussi. Je pense que c'est le principal atelier sur lequel on a des demandes actuellement sur la sécurité des données, sur la fuite des données. Donc c'est pour effectivement
endiguer cette fuite de données, ce contrôle des données. Donc là, de la même façon, les modalités sont un petit peu les mêmes. Vous avez le plan effectivement général de cet atelier. Alors bien sûr, c'est lié à des... on active des services de votre tenant 365 sous forme de trial, avec Purview, avec effectivement un certain nombre de licences dont on a besoin pour exécuter ces ateliers, pour mettre en conformité, enfin pour disposer de ces services, il faut effectivement les activer. Et durant cette période de workshop, effectivement, ces services sont à notre disposition pour récolter, collecter et synthétiser l'état effectivement de votre sécurisation des données. Voilà. Et donc enfin un troisième atelier qu'on peut dispenser aussi, qui est là beaucoup plus lié à ce que vient d'expliquer Cédric sur la partie Sentinelle. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot, Cédric. Non, vas-y, je t'en prie. Non, mais Oui, bah en gros, c'est démontrer les capacités de Sentinelle. On a parlé entre autres de délégation de droits, entre autres, la récolte, la collecte des événements de sécurité basés sur les connecteurs natifs de Microsoft, mais aussi la capacité à venir intégrer des sources autres via syslog ou API. Et puis la mise en place justement de tout ce qui est règles de corrélation et playbook pour apporter une réponse automatisée en cas d'événement de sécurité avéré. voilà. Merci beaucoup. Donc à l'issue de ce webinaire, je vous enverrai effectivement les slides, enfin les éléments correspondants. J'avais une deuxième nouvelle aussi à vous annoncer depuis. Oui, je t'en prie, vas-y, je t'en prie, excuse-moi. En effet, éligible, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse justement mettre en relation. C'est des ateliers qui sont financés par Microsoft, donc il n'y a aucun engagement de votre côté. C'est à peu près 10 000 €, hein, donc on est sur des ateliers hyper quali. Et il n'y a pas d'engagement de votre côté, donc ça se passe directement avec Métis. Oui, il n'y a pas d'appel d'offres. Voilà, c'est juste une autorisation que vous nous donnez de faire cet atelier. C'est ça. Et pour compléter, vous pouvez très bien bénéficier des trois, parce qu'on est sur des trois sujets complètement différents. Au final, la partie data security est complètement différente de la partie Sentinelle, donc ça peut même être des équipes différentes chez vous. Oui. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Parce que là, on ne peut pas, je crois, les mener en parallèle. En série, c'est ce que je veux dire. Mais du coup, voilà. Revenez vers nous vraiment, même à distance, je ne sais pas si on m'entend bien. Mais si ça vous intéresse, il faut en profiter. On ne sait pas si ça sera reconduit encore l'année prochaine, mais du coup, là, en tout cas, maintenant, sont disponibles pour y aller. Voilà. Prenez ce qu'il y a. Voilà. Exactement, voilà. Voilà. Et donc une deuxième nouvelle, depuis hier, j'ai appris qu'on avait gagné le référencement UGAP pour la cybersécurité. Donc c'est un marché qui était qui était détenu depuis 3 ans, je crois, parce que c'est renouvelable tous les 3 ans, il me semble, hein, pour le site de Nadine. Voilà. C'était un marché qui est détenu par Advance, Cap et Wavestone. Et là, donc, effectivement, on s'est regroupé avec OCD, Accenture et Medsys. On fait une coalition. Ce ne sont jamais des marchés qui se gagnent tout seuls. Et donc, maintenant, on a ce référencement UGAP pour toutes les collectivités, notamment. Donc, si vous voulez aussi profiter de cette partie-là, on sera à même de répondre avec le marché UGAP. Voilà, mais moi, c'est à vous remercier beaucoup, à remercier surtout Bruno, Cédric, qui ont animé ce séminaire. Remercier Nadine, remercier effectivement Adèle de leur présence et puis de leur aide pour monter ce scénario. J'espère que ça vous a, en tous les cas, appris des choses et que effectivement, ce sera utile pour la suite. Et puis, on reste bien sûr à votre disposition, mais maintenant que vous êtes connu de Medsys, vous recevrez, on fait assez souvent des communications et ce genre de webinaires, donc vous pourrez vous inscrire à d'autres webinaires qui traitent effectivement des sujets dont on vient de nous. Voilà. Neige au choix. Absolument. Bon, en tous les cas, merci à tous et puis très bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.